Guillaume Falardeau, bienvenue sur Ça se passe. Content d'être ici. Comment ça va, man? Ça roule. Je suis content de t'avoir, je suis content de te revoir en vrai aussi. C'est notre deuxième date. Yeah. Fait que ça, ça progresse, notre relation. Ouais. Tu te rappelles-tu quand on s'est connus? Ouais, on avait, je pense que la même semaine, il y a 3 personnes qu'on connaît en commun qui m'ont dit « Hey, faut que tu parles à Frank. » Puis c'est réciproque, même chose pour moi. Même chose, c'est quoi? Fait que il y avait Marc d'Oxio, Sam Chénard de Palisade, Ouais, Palisade. puis Jean-Gabriel. Yeah. Chiffre. Ouais. Exact. Puis ça fitait, en fait, avec le moment où j'ai décidé d'aller chercher des partenaires plus sérieux puis annuels. Puis je me posais des questions genre, OK, c'est quel genre de business qui fit avec ma philosophie, qui peuvent pour vrai aider des SaaS, qui en ont déjà aidé. Puis clairement, c'est comme devenu un choix naturel de genre tenter de partner avec toi. Puis ça a marché, fait que je suis vraiment stoked. Ouais, puis c'est cool. Puis tu sais, je me souviens, le podcast Ça se passe, qui était toujours à mon Spotify de trucs recommandés, parce que j'écoute beaucoup genre des Founders Podcasts, des trucs comme ça. Ouais. Puis je le voyais tout le temps. Je suis ah, man, je l'écoutais. C'était le moment. Ouais. Puis c'est cool parce que, tu sais, ça me fait plaisir de le dire, je suis client aussi, là. Puis quand tu m'as dit, tu sais, il y a une couple de personnes dans le team qui l'écoutent, il y a une couple de personnes dans le team qui ont à l'event, je suis fuck yeah. Ouais, c'est le fun, man. Puis, fait que, mettons que tu nous fais un recap, un petit peu des highlights de ton parcours professionnel, entrepreneurial. Ouais. À toi, la tribune. Let's go. Fait que, ouais, je vais focuser beaucoup sur la partie business, là, parce que c'est ce qui est un peu plus pertinent, mais je te dirais, highlights, là, 2010, première business, plus un hobby que j'essayais de tourner en une business. J'étais au cégep, ordinateur Neotech. C'était un assemblage de PC custom sur mesure. Fait que, tu sais, imagine genre du monde qui ont des besoins ultra spécifiques là, pour des ordis custom. Wow. Puis j'aimais ça, assembler des ordis. Okay. Puis là, j'étais là, ben, tu sais, je m'en suis assemblé un, mais je peux pas commencer à faire ça toutes les semaines. Je peux payer genre 5000$ par semaine. Fait qu'il faut que je trouve une façon de faire ce hobby-là qui va pas me coûter une fortune. Fait que de commercialiser ce truc-là, c'était mon idée du cégep. Terrible business, là. Je veux dire, tu veux absolument pas avoir ça comme business. Mais quand une bonne intro à genre la business, tu fais tout, là, tu fais genre des Facebook ads, tu fais genre un peu tout, là, ça fait une couple d'années de ça. Puis après 2012, le projet qui était pas mal la genèse d'une couple de projets tech à Québec par la suite, c'était un bot de poker qu'on a parti à 6 boys. Fait que ça, c'est un bot, c'est genre une série d'automation qui joue au poker en ligne, genre un exact, truc. Okay. Exact. Fait qu'un algo, fait que c'est un software qui joue en ligne au poker, qui simule comme un vrai humain qui jouerait en ligne sur plusieurs tables en même temps, 24/7, qui accumule des infos sur les autres joueurs, qui essaie d'analyser le pourcentage de chances de gagner en fonction des infos que tu as sur l'autre joueur, des mains que tu as, tout ça. Ça, on peut en parler genre, longtemps, c'était quand même cool. Après, tu sais, la vie professionnelle te rattrape un peu. Je faisais mon bac en droit. Commence les stages, commence à travailler à Montréal dans une grande firme, Osler, qui est un gros cabinet national. J'étais là de 2014 à 2018. Okay. Fait pas mal de grind, travaillé genre 8 ans en 4. Puis, parti Léviat Légal, qui est mon cabinet d'avocat, en 2018. Fait cabinet d'avocat spécialisé en capital de risque, en VC, avec compagnie de technologie, essentiellement. OK. Puis là, la genèse de pourquoi tu décides de partir Léviat, c'est-tu parce que tu as eu de l'exposition à des compagnies tech via ton réseau? Parce que toi, tu as comme commencé à tremper les orteils là-dedans? Ouais. Pourquoi tu l'as spécialisé? Ouais, donc tu sais, j'avais nécessairement un intérêt naturel pour le côté software, côté tech, dû au projet de bot de poker, dû au projet d'assemblage d'ordinateurs. Donc ça, c'était déjà un intérêt. Je savais que, ultimement, j'allais travailler dans ce domaine-là. Osler, le cabinet où je travaillais, sont bien positionnés en capital de risque au Canada, beaucoup Canada anglais. Okay. Donc, une grosse partie des financements qui se font, c'est par cette firme-là. Et ce que j'observais là-bas, c'est un besoin ou un manque au niveau des services pour vraiment tout ce qui est ce qu'on appelle early stage startup. Fait que c'est vraiment des compagnies, démarrage, début, là. Fait que tout ce qui est les premiers petits financements de la compagnie, il n'y avait pas, ou du moins c'était plus difficile d'avoir des services abordables au niveau de ces entrepreneurs-là. Parce que, tu sais, là, pour mettre en contexte, c'est une firme nationale où tu commences, les avocats qui commencent dans ces bureaux-là, ils chargent, mettons, 400, 600 $ de l'heure. Fait que, c'est steep, ils veulent pas nécessairement des clients de cette taille-là, puis les clients de cette taille-là peuvent pas se permettre de payer des frais comme ça. Fait qu'il y avait un besoin d'un point de vue de positionnement de marché pour tout ce qui était early stage au début, que ces cabinets-là ne veulent pas, puis que les entrepreneurs ont besoin. Et moi-même, j'ai dans mon réseau plusieurs amis entrepreneurs, puis quand j'étais dans ce cabinet-là, ils venaient me voir et disaient « Hey, j'aimerais ça faire mon premier financement avec vous. » J'étais là « Ouais, let's go, venez travailler avec nous. » Puis ils disaient « Ça va coûter combien? » Je disais « Ben,
voici, on pourrait te faire un petit deal, puis t'es là, ben, aucune chance. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis, OK, fait que toi, tu identifies un petit peu un gap dans le marché, mais qu'est-ce qui drive pourquoi tu le fais toi? Pourquoi tu décides de... Parce qu'on s'entend, tu avais un pedigree entrepreneurial, tu avais de l'expérience en droit, 8 ans, 4 ans. Tu aurais pu juste continuer d'avoir une carrière là, mais tu as comme décidé de toi te lancer quelque chose. C'est parce que cette espèce de pouce-là ou d'énergie-là d'entrepreneur, tu avais le goût de la suivre ou de la... C'est un peu ça, ça. Ouais. Je te dirais que l'élément déclencheur, c'était le bot de poker. Là. Fait que le projet qu'on avait entre chums, les 6, c'est ça qui a créé ou qui a amené cet éveil-là de OK, c'est ça l'environnement scrappy, chaotique, startup, où on crée quelque chose à notre image, à la vitesse qu'on veut. Il n'y a pas de limite de vitesse. Là. On veut travailler 15 heures toute la nuit pour faire la feature qui va nous faire fonctionner, qui va nous améliorer notre algo pour notre stratégie quand on a un type de joueur. Ouais. On peut le faire. Puis, c'est de bâtir cet environnement-là, la culture qu'on veut avec le monde qu'on veut. C'était quelque chose que je voulais reproduire éventuellement. Là, c'était le moment. Ça fitait aussi avec, justement, ton parcours académique, exact. Ton parcours professionnel. Puis, qu'est-ce que tu as appris, mettons, du moment bot de poker? Y a-t-il des leçons des erreurs que tu as faites ou des bons coups, des trucs qui ont éduqué tes décisions pour Léviat Légal, mettons? Ouais. Une couple de trucs. Je te dirais, un des premiers apprentissages importants, c'est tu veux quand même choisir ton projet de vie en fonction de la vague. Tu ne veux pas nager contre courant nécessairement toute ta vie. Puis le bot de poker, c'était un peu ça. C'était limite au niveau des termes et conditions des sites de poker. Okay. Il y en a certains qui le permettaient, d'autres qui ne le permettaient pas. On ne jouait pas sur des sites plus connus comme PokerStars, Full Tilt Poker parce que c'était pas permis puis il allait te bannir dès le début. Okay. Certains sites, c'était permis, mais t'étais toujours... on avait des gens dans l'équipe que leur job temps plein, c'était comment simuler comme un être humain jouerait. Donc, je me rappelle, Alex, dans le temps, il disait hey, j'ai trouvé, les gars, la formule parfaite qui simule le déplacement d'une main humaine avec une souris dans l'écran, avec une espèce de petit twist. Genre, l'énergie qu'on met juste pour gamer le système, c'est suboptimal. Étiez-vous tous des tripeux de poker ou c'est juste comme ça s'est adonné qu'un de vous autres était comme ouais, il y a de l'argent à faire dans cette industrie-là? Ouais, on jouait au poker le vendredi soir ensemble, genre en boys. Ouais, c'est ça. Tu bois une petite bière, tu joues au poker ensemble. Puis là, à un moment donné, il y a un des gars, le seul qui savait programmer dans le temps, il nous parlait d'un bot qu'il avait fait pour un jeu vidéo. Genre, c'est une espèce de bot de jeu qui servait à, je sais pas quoi, à accumuler genre de l'argent, ce jeu-là, qui vendait. Farming. Farming, qui vendait de l'argent contre de la vraie argent. Ouais. On a fait, hey, on pourrait faire ça pour le poker. On regardait autour de la table. On était cégep université à ce moment-là. Un gars qui est en actuariat dit moi, je pourrais m'occuper genre du côté plus statistique autour de ça. Un gars qui programmait disait je vais tout vous apprendre à coder. Puis, on se splittera la job qu'il y a à faire. Puis, entre rétrospective, on regarde ça, le code il est dégueulasse. Là. Tu devrais pas bâtir par-dessus, mais je veux dire, c'est surprenant que ça ait fonctionné. Puis, c'est ça la genèse. C'est là que tu t'es le plus sali les mains dans le code, par exemple. C'est ça. Pour toi. Je suis clairement pas le meilleur développeur de la gang. Je gagnerai pas de prix avec mon code. Mais c'est vraiment là que j'ai appris, que j'ai su comment ça fonctionnait, l'automatisation des trucs, puis que maintenant j'utilise beaucoup à l'interne pour notre job. Mais c'était l'introduction. OK. Je vais te lancer une fleur d'autre. Je voulais te la compter l'histoire offline, mais je ne t'ai pas compté, mais tu sais qu'avec Grip, j'ai des clients SaaS, whatever. Ouais. Puis on parlait d'un certain enjeu justement par rapport aux terms and conditions d'un SaaS, puis whatever. Puis t'es comme, Chris, man. Mes avocats, genre, comprennent rien de genre, c'est quoi mon environnement technologique, puis les utilisateurs sont où, puis comment, puis tout. Puis j'étais comme, guys, genre, moi, j'ai ce dude-là à vous recommander, puis t'es comme, ouais, mais tu sais, tu fais du SaaS, puis tout. Puis juste quand j'ai dit, c'est le founding lawyer, puis c'est aussi un programmeur qui a développé des trucs pour lui-même à l'interne, tu sais, les yeux sautent, ils sont comme, Fait qu'il y a comme, moi, c'est un edge que t'as, que même avant de te connaître, j'étais comme, Chris, ce côté-là est cool. Fait que je suis content que tu aies eu ce chapitre-là de ta carrière qui t'a permis de développer ce edge-là. Mais ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est un petit peu comment tu as closé le chapitre du poker, finalement, du bot de poker. Ouais. C'était-tu une Inc? C'était-tu gros? C'était-tu petit? C'était-tu, tu sais? Non, c'était en termes de temps investi, c'était, je pense, 2 ans de tous les vendredis soirs, genre non-stop. Là. Okay. Plus la fin de semaine, plus à temps libre. Là, tout le monde travaillait là-dessus. Puis
au final, tu sais, on s'est comme fait buster par un moment donné, un des sites qui a fait genre no way que tu vas faire ça. Puis, ce qui est particulier aussi, c'est que les intérêts n'étaient pas super alignés. C'est que les sites de poker font de l'argent, ils se font un rake. Fait que c'est un pourcentage des mains qui sont jouées. Fait qu'il y avait un incitatif financier à nous laisser rouler pendant un certain temps, jusqu'à temps que tu avais trop de joueurs qui se plaignaient que c'était pas Ouais, compétitif. ton que game theory a marché c'est pendant un ça, bout. Genre, exact. c'est Il une fonctionnait pendant un bout. Puis, Ok. puis aussi, ça a coïncidé avec la fin des études de tout le monde, c'est la fin de ce projet-là, où le monde commence leur carrière. La Fait que vie là, qui après, tu as une rattrape. décision à prendre sur, tu sais, est-ce que je gamble pour travailler dans ce projet-là, Ok. que je sais pas c'est quoi la durée de vie, ou je pense, tu sais, je commence ma carrière pour vrai. Puis, tu sais, tu sors de l'école, tu as une formule un peu plus linéaire de, tu sais, j'étudie, je fais En mes droit examens. aussi, C'est ça, c'est exact. assez énorme. Puis là, c'est un peu terrifiant de dire, ben là, j'ai tout fait ça pour juste comme le gambler sur un projet de poker. On va commencer une vraie carrière, puis au pire, on y retournera. On y est jamais retourné. Mais tu sais, tout le monde de ce groupe-là sont partis des business par la suite, ont fondé des trucs. Fait que, tu sais, Ouais. la jeunesse de cette équipe-là, tu sais, il y en a 4 là-dedans qui sont, tu sais, des premiers employés. En fait, 3 de la gang, c'est les premiers employés d'Oxio qui ont Ok, commencé, nice. tu sais, avec Marc qui est venu sur le pod. Ouais. T'as mon frère qui est le CTO de Gaia maintenant, qui est le projet comme V2 après ouais, la ouais. vente de Oxio. Il y a moi qui est parti Leviat. Il y a Sam qui est avec nous, qui est rendu genre, dans un des premiers employés dans un hedge fund. Fait que, tu sais, Ok. tout du monde qui ont aimé cette vibe-là, startup, puis qui se voyaient là-dedans, puis qui se C'est voyaient continuer là-dedans. Puis, c'est débile. C'est comme le prologue. Là. Ouais. Vraiment, la Exact. jeunesse, comme tu dis. Puis, mais est-ce que c'était une compagnie incorporée à part entière? Non, c'était YOLO à mort. Ok, Là. c'était YOLO. Ouais. Est-ce que ça vous donnait-tu, est-ce que vous avez généré assez de revenus pour, par exemple, vous payer vos salaires, votre argent de poche de ça? Non, De il y a eu ça. des gros. Il y a eu des moments. Tu sais, c'était fou parce qu'on avait le graph. Il y a du monde qui développait des tools internes pour notre boîte de poker. Fait qu'on avait des graphs de genre l'évolution des revenus. Ok, Puis on avait aussi des vidéos qu'on pouvait regarder pendant nos cours. Là. Donc, quand on gagnait beaucoup d'argent ou on perdait beaucoup d'argent, on a fait un petit tour interne qui nous envoyait les vidéos qu'on pouvait les regarder pendant nos Les cours. mains jouées. Les mains ou- jouées, puis Ah. qu'est-ce qui s'est passé. Puis tu sais, il y avait parce que tu sais, on faisait du scraping de pixels là, pour être capable de reconnaître ce qu'il y a sur l'écran. Fait que genre 4 pixels en ligne, c'est un 1. Si c'est noir, c'est soit un pic, soit un trèfle. Fait que tu sais, tout ce qu'on faisait qui était bâti autour de simuler qu'on est un humain, puis pour pas se faire des... Ça amenait tellement des faiblesses dans le projet que il y a des fois, il y a un pop-up qui dit « Hey, venez participer à un tournoi qui commence dans 5 minutes. » Ben là, on voit plus ce qui se passe à la table. Notre bot, il reconnaît plus l'information, puis il va gambler des montants de débiles. Puis là, tu perdais genre la moitié de ton stake en une journée. Fait que, tu sais, des trucs de complètement débiles, mais le processus était vraiment insane. Ouais, Tu sais, je c'est referais une n'importe école quand, là. d'apprentissage de fou. À 100%. Il y a certains parallèles à faire avec Samuel Chenard, qui est un ami commun. Ouais. Tu sais, Your Extra Life, il y a eu Ouais. beaucoup de ça, tu sais, beaucoup d'apprentissage, puis c'est comme une trampoline, un premier saut, genre. OK, mais là, mettons qu'on retourne à la fin de ton bout chez Hustler, ça se dit? Hustler, ouais. Hustler Magazine. Exact, c'est exactement ça. Toi, oui, tu as des entrepreneurs dans ton réseau qui sont en tech, qui sont en démarrage, qui arrivent dans les boîtes un peu plus grosses, puis tu vois qu'ils sont mal servis un petit peu. Fait que ça, c'est legit, mais comme ça, dans ma tête, ça reste anecdotique. Mhm. Puis là, où je m'en vais avec mes skis, c'est que pour moi, quand j'ai lancé Ça se passe, puis j'ai fait une gageure sur la triple niche, qui est en français, pour moi, en tech, mais pas juste en tech, en SaaS, puis au Québec, Mhm. ça m'a pris une coupe de ping de découverte de fondateurs, de découverte de SaaS au Québec pour faire un petit peu de recherche. J'ai un ami en BI qui m'a aidé un petit peu à estimer des affaires avant de faire OK, je pense qu'il y a un marché là, puis que ça pourrait être une entreprise rentable, puis pas juste un hobby. Mhm. Toi, ça a été quand ton breaking point de genre cette niche-là est worth mon temps, mon énergie, puis le plafond est assez élevé, genre? Ouais, tu sais, j'aimerais dire que c'était une analyse super poussée, là, d'un Ok. un master plan vraiment bien réfléchi, mais l'idée c'est la seule, comme faire des financements de VC, représenter des compagnies tech, les aider dans leur business, c'est la seule chose que je sais que je suis capable de faire 15 heures par jour sans me tanner. Que c'est littéralement, genre, je le ferais gratuitement. Fait que dans ma tête, c'est définitivement un edge, là. Ouais. Parce que pour la majorité du monde, c'est un fardeau, là. C'est un cauchemar ce que je fais au day-to-day. Donc, OK, attends. Prenons un double clic là-dessus. Genre, qu'est-ce qui fait que pour la majorité du monde, c'est un fardeau, puis que pour toi, c'est genre du bonbon ou tu tripes? ben, c'est que c'est vraiment beaucoup de travail. C'est beaucoup, genre, d'attention aux détails, de juste comprendre le big picture, puis de comprendre non seulement la réalité au niveau technologique, là, de genre, c'est quoi la business, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi sa réalité au quotidien, puis cette partie de comprendre le software puis comprendre la technologie aide beaucoup à comprendre cette réalité-là, puis d'adapter les services juridiques en conséquence.
Mais c'est beaucoup de jobs. Les financements qu'on fait ou les acquisitions qu'on fait, c'est tout le temps des timelines compressées. Tu veux closer rapidement, tout le monde est pressé. C'est souvent la première fois qu'ils le font. Ouais. Fait que tu as le côté émotionnel à gérer, puis c'est beaucoup de travail. Tu repousses pas à demain ces affaires-là. C'est genre, bon, ben, s'il faut qu'on travaille jusqu'à 3 heures du matin pour le faire, c'est ça qu'on va faire. T'sais. Fait que c'est pas... OK. Ouais, genre, c'est pas le dream job de tout le monde, là. Mais toi, tu as une certaine facilité, ou du moins, je pense que tu thrives, t'es bien dans cette dynamique-là, de faire beaucoup de travail, atteindre des résultats dans des courtes périodes de temps. Parce qu'il y a beaucoup de gens que c'est un niveau de pression qui ça va être un déterrant pour eux. Ils vont dire, ben, genre tout le monde pressé, tout le monde qui est genre les émotions élevées, puis tout ça. Mais comme mon ancien boss, Itai de Douda, le CEO de Douda, me disait, time kills deals. Ouais, 100%. Faut que ça bouge. Ouais, 100%. Cool. Puis là, Leviat, aujourd'hui, là, au début, c'est juste basically toi, right? T'avais pas 2-3 co-founding lawyers, partners, whatever. OK. Ouais, genre moi avec genre un client et demi, puis je me disais genre j'espère que je vais pouvoir manger quelque chose cette semaine. Puis, OK. Puis là, aujourd'hui, mettons qu'on fait un fast-forward, ça ressemble à quoi ton équipe, si on fait une vue rapide de ça? Ouais, on est une dizaine. Okay. Là-dedans, il y a une personne qui fait l'admin. Tout le reste des gens, c'est du monde qui travaille sur des dossiers. Là. Fait que, qui font des financements, qui font de l'accompagnement au niveau juridique, au day-to-day, qui font des acquisitions. Fait que c'est super, super lean. Là. Au niveau administratif, on a automatisé beaucoup, beaucoup de processus qui, normalement, sont faits par, mettons, du personnel de soutien. Là. Fait que, genre des adjoints et tout. Ben, c'est ça. Puis là, OK. Fait que le contraste que je veux highlighter ici, c'est que moi, je sais un peu le nombre de deals que tu as géré ou que tu gères. Puis... je sais pas si tu as le droit de le dire ou pas, c'est pour ça que je le dis comme pas, là, mais mettons, dans les centaines, puis quand tu contrastes ça avec le nombre d'équipes, de demandes en équipe, ça fit comme pas, tu sais. Mm-hmm. Mais là, ça rentre dans le cœur du sujet qui est comme, tu as eu une vision entrepreneuriale, une vision programmeur de dire, il y a moyen que qu'on fasse notre job plus vite, mieux, en développant les outils, tu sais, genre, j'ai le goût que tu me parles de ce bout-là, parce que moi, c'est une des affaires qui m'a fait le plus triper quand on s'est rencontrés la première fois. Il y a beaucoup d'outils qui sont internes, là, qui sont pas vraiment, qui sont pas customer-facing. Ben, en fait, il n'y a aucun de nos outils qui sont customer-facing, là, la majorité. Du moins, ils vont peut-être, tu vois une petite portion de ça, mais au niveau, au niveau du client, c'est pas quelque chose qui va leur bénéficier au day-to-day. Ça se bénéficie indirectement par la rapidité de livraison, par la qualité du rendu. Mais il y a beaucoup, je te dirais que, bon, si j'ai à catégoriser là, 2 types d'outils, un type d'outil pour l'interne, fait, pour l'admin, ce qu'on voyait comme étant qui amenait aucune valeur directe au client, ça, automatique. Fait que toute la poutine, admin, automatique, ou le plus possible. La partie juridique, là, c'était, bon, qu'est-ce qui va... C'est toujours autour de l'expérience client. Qu'est-ce qui va améliorer l'expérience client? Fait que c'est la vitesse, la qualité. Déjà là, si, mettons, on faisait une transaction, si tu as 600 documents à rédiger qui sont pas mal identiques, ou du moins que tu en as genre 6 que tu multiplies fois 100, ben là, comme c'est un use case typique d'automatisation, easy peasy, on s'en occupe. Okay. Puis ça aussi, ça a le bénéfice non seulement pour le client, mais pour notre staff à l'interne qui n'ont vraiment pas envie de passer comme 8 heures dans la journée à faire des certificats d'action et des reçus. Exact. Fait que ça, c'est un bénéfice indirect pour eux aussi. Mais, OK, puis là, mettons que je challenge ou que j'essaie de poker un petit peu des trous là-dedans. Mm-hmm. Au début, tu n'en avais pas fait des centaines de deals, mettons. Non. Fait ben dans l'autre cabinet, on a fait pas mal, là, mais OK, laisse-moi reformuler. À moi-même... Tu n'avais pas automatisé des centaines de deals. Non, fait que les premières versions ou tentatives d'automatiser les process, qu'ils soient administratifs ou juridiques, y a-tu des fois que tu as fait genre, je me suis planté raide, genre, tu révisais un peu le résultat? Ouais, c'est, ben, tu sais, on met toujours beaucoup, beaucoup d'emphase sur, tu sais, à la fin de la journée, pour le client, ça doit être genre... Seamless. Là. Fait que soit automatisé ou pas, il faut que la qualité soit finale, soit parfaite. Des fois, on automatise des... révision, édition... Oui, ça, on ne l'enlève pas pareil. Il faut quand même que tout doit être top. Ouais. Il y a des fois où, mettons, on développait des outils, surtout pour des financements, mettons, des rondes en équité pour des plus petits montants. Là. Puis, mettons, donner un petit peu de background. Quand tu fais une ronde en équité, si tu lèves des petits montants, il y a des chances qu'une grosse portion de ton financement aille en frais juridiques parce que c'est pas comme une ronde en équité, c'est pas fait pour des petits financements. On pourra en parler en détail. Ouais. Mais ça, c'est un bon use case aussi pour dire, regarde, la valeur perçue des services pour des petits montants comme ça n'est pas énorme. Automatisons le plus possible. On a un logiciel qui automatise le premier draft de tous les contrats pour des rondes en équité. Nice. Mais tu sais, la V1 de tout ça, c'était tout pété. Là. Ouais, genre, il y avait presque plus de jobs de patcher que de le rédiger from scratch, mais avec le temps, tu itères là-dessus, puis ça fait de quoi de cool.
C'est hot. Puis, est-ce que c'est un requis ou un vraiment nice to have pour tes collègues que tu embauches d'avoir soit des compétences en programmation ou une forte inclinaison technologique, mettons? C'est définitivement un edge, là. C'est sûr qu'on, quand on embauche du monde, on cherche ça. Si jamais la personne a de l'intérêt entrepreneurial ou a de l'expérience entrepreneuriale, c'est sûr que c'est un avantage. Nice. Côté technologique aussi, si tu as déjà programmé ou tu te débrouilles un petit peu, on a comme il y a moi et 2 autres personnes dans l'équipe qui se débrouillent bien en programmation, définitivement un edge, mais c'est pas quelque chose qu'on s'attend à retrouver chez tout le monde parce que je veux dire, les gens qui vont étudier en droit, c'est souvent mutuellement exclusif avec le côté genre Risk taker. Le côté cowboy. genre ouais, puis tu sais, innovation, puis ce truc-là, c'est une industrie qui est un peu plus traditionnelle, fait qu'on s'attend pas nécessairement à ce que les gens aient déjà codé des trucs là. Ouais. Puis là, t'as pris la décision stratégique ou d'affaires de passer ces économies-là aux clients. Parce que moi, tu sais, quand je te lisais puis qu'on en parlait, j'étais comme, oh, mais t'aurais pu aussi te dire, ben fuck it, je le bank. Je le bank en profit. Puis ma question pour toi, c'est de te positionner comme plus efficient, moins cher sur certains services comme ça. Considères-tu que c'était un risque? T'avais-tu peur qu'il y ait une perception de « oh, c'est pas assez high-end », genre, ou des trucs comme ça? Bonne question. Je te dirais que notre positionnement de marché est là. On n'est pas positionné dans le marché comme étant du high-end. Fait que, si jamais tu veux l'avocat qui va te coûter le plus cher possible pour des raisons genre politiques ou autres, mettons, tu as beaucoup d'organisations que, mettons, là, je suis un CFO d'une compagnie publique, je fais une transaction ultra edgy, ultra risquée, c'est certain que je vais aller vers la firme qui coûte le plus cher possible. Ça m'enlève un risque réputationnel de dire, écoute, j'ai pris les meilleurs dans ce qu'ils font. Ouais. C'est correct. Je veux dire, est-ce que c'est la bonne chose à faire ou non? Ça se débat. Possiblement que oui. Mais on n'est pas dans ce marché-là. Nous, notre positionnement de marché, c'est early stage compagnie de technologie. Et donc, c'est pas juste un bet d'avoir choisi de passer ces économies-là aux clients, c'est comme une nécessité pour maintenir notre positionnement de marché. Il faut qu'on soit abordable pour ces gens-là, il faut qu'on continue à être abordable pour ces compagnies-là, sinon il n'y a pas d'alternative pour eux. Cool. Puis là, vous êtes une dizaine, c'est ça? Ouais. Vous êtes distribué aussi? Je pense qu'on l'a pas mentionné, right? C'est vrai. Il y a pas de... Une des manières de passer certaines économies à des clients, c'est pas d'avoir un bureau en marbre. Exact. Avec 10 assistantes pour t'accueillir ou t'amener du papier ou du café, whatever. Ouais. Fait que ça, c'est fucking cool. Mais une des questions que je te posais quand on est allé dans notre excellent Cinco de Mayo qu'on recommande dans Saint-Henri, on a découvert ça sur Google Maps, c'était comment tu fais pour gérer ta culture d'entreprise à l'interne? Parce que moi, je viens d'un corps très physique, très genre, on a du fun, on fuck around ensemble au bureau. La COVID, on a trouvé ça quand même tough. Puis même après la COVID, ça s'est rassemblé très physique. Toi, c'était distribué jour 1. Fait que la culture de Leviat, elle se build comment, genre? On a eu le bénéfice de bâtir from scratch. Là. Donc, autant au niveau technologique que... tu n'as pas la dette. C'est ça, tu n'as pas une dette technique. Tu ne viens pas avec du legacy stuff que tu peux, avec lequel tu es pris. Fait autant au niveau technologique qu'au niveau culture, on a ce bénéfice-là. Le cabinet a été fondé en 2018, puis ça, c'est avant la COVID. Puis la décision en 2018, c'était déjà d'être distribué avec Remote. Donc, ça venait avec une embauche qui est faite en conséquence. Exact. Nécessairement, on attire probablement plus de monde introverti parce que si toi, ton énergie, tu l'attires d'être avec beaucoup de monde physiquement présent, bien, c'est sûr que tu ne seras pas super excité par notre offre. Donc, c'est ça. Donc, le choix des candidats vient avec ça. Il y a un peu de filtre qui se fait en amont. Après, la question, c'est une question légitime, comment est-ce que tu crées cette culture-là d'entreprise qui vient par des insights, des événements communs que tu vis ensemble? Tu peux avoir des événements communs vécus ensemble à distance. C'est sûr qu'il y a une certaine limitation. Là, tu ne vas pas être aussi proche des gens. Il y a une partie physique qui se perd, définitivement. Pas tout le monde a vu Jean-Pierre se péter la gueule dans le neige, puis on en parle pendant 3 ans. Exact. Mais... ça fait des trucs bizarres comme, à un moment donné, on a un channel Teams dans lequel tout le monde travaille quand tu travailles tard le soir. Tu vas juste dans ce channel Teams-là, c'est comme la place où tout le monde va par défaut quand il travaille le soir, comme ça tu peux jaser en même temps. Fait qu'un digital space. Exact. C'est vraiment cool, ça. Ouais, c'est quand même basic, mais c'est cool. Non, mais je pense que c'est une expression de votre culture d'entreprise qui est très hardworking. On travaille fort. S'il faut qu'on crunch, on crunch. Puis il y a un endroit digital dédié à ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ce que tu dis. C'est ce que je trouve cool. Moi, c'est ça qu'on parlait quand on n'était pas pareil sur certains trucs. Puis moi, ça aurait été genre, t'as pas le droit d'avoir de channel de même. Genre, je veux que tu te reposes parce que... Anyway, mais whatever.
C'est ça, On va expliquer pourquoi t'es pas un espèce... Ouais. Mais ce channel-là, justement, tu sais, ça crée des moments comme ça. Puis, tu sais, on s'entend, c'est pas identique, mais tu sais, à un moment donné, j'arrive dans ce channel-là, puis il y a 2 personnes, de mes collègues, littéralement, qui ont leur chat dans leurs mains, puis sont devant la caméra, puis sont en train de regarder si, genre, les chats se voient, puis ils vont communiquer. Fait que, tu sais, ça crée des genres d'insides un peu bizarres comme ça. Puis, tu sais, on a genre un channel Krusty Meme avec, genre, juste des memes, puis des screenshots et tout. Mais, tu sais, ça, faut quand même le compléter avec des événements en personne. Fait que ça, on fait souvent des soupers ensemble, on va, tu sais, louer des chalets, on va... Comme là, en mars, on s'est loué une maison en Colombie. Ben on oui, va ben oui. Quand j'ai vu tes notes, j'ai juste écrit dans mes notes maison en Colombie, what the fuck. Genre, t'en possèdes une? Ouais, on va parle-moi se de faire ça. kidnapper. Fait que ça, l'idée, c'est on a loué une maison en Colombie, aller Ok. juste, tu sais, prendre du temps ensemble là-bas, juste créer tu sais, du moment ensemble, travailler un peu là-bas s'il faut, tout Très ça. Mais cool. l'idée, c'est de Ok. passer du temps ensemble. En fin mars. Parfait. Ça sent Ouais, bien, dude. ouais, ça sent C'est bien. hot. Ouais, ça va être cool. Ouais, vraiment, vraiment. Fait que c'est ça, t'as ces points ou ces moments de rassemblement-là aussi pour peut-être accélérer la création de ces insides-là qui Ouais. ensuite peuvent continuer de vivre de façon distribuée. Puis c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé cool dans les compagnies distribuées que j'ai suivies depuis le début de ma carrière. Prends Buffer. Mhm. Buffer, t'as-tu distribué? À qui je pense? L'autre, là, Josh Pigford, il a fait. C'était de l'analytics pour SaaS. Ça commence par B. Ça fera pas du bon contenu de faire ça pendant 30 minutes. Mais grosso modo, tu sais, il y a beaucoup de notre génération, entre guillemets, des fondateurs qui étaient très transparents en genre Ouais. de build in public, founder Mhm. marketing, puis genre ceux qui étaient distribués mettaient un emphase sur oui, mais on a ces rituels de réunion-là aussi qui Mhm. genre soudent les liens. Ouais. Ensuite, on va revivre notre vie, avoir les avantages d'être remote, tout ça, mais on se ressoude périodiquement, puis ça, je trouvais Ouais. ça vraiment sick. Tu sais, un des meilleurs exemples que j'ai vu, c'était qui nous a beaucoup inspiré aussi, c'est Matt Mullenweg de Automatic, qui ont fait Ouais. WordPress, Ouais. tu sais, qui a écrit un super bon livre là-dessus. Puis, tu sais, ça donne quelques Je pointers savais même pas aussi. ça. Nice. Ouais, c'est super bien. Puis, tu sais, ça donne des idées aussi de comment bâtir une équipe distribuée. Puis, ça vient, tu sais, c'est tellement c'est contrastant avec une entreprise. C'est sûr que maintenant, tu sais, post-COVID, ça a l'air un peu moins edgy, là. Mais, Ouais. tu sais, Ben, c'est contrastant avec le modèle traditionnel et ça amène des différences, des façons différentes de builder ta business. Fait que, tu sais, quand tout le monde est remote, tu dois beaucoup, beaucoup plus communiquer parce que tu n'as pas cette accessibilité-là Ouais. immédiate aux gens quand on a besoin. c'est vrai. Puis ça fait des conversations qui sont principalement asynchrones. Alors, tu vas pas parler aux gens en temps réel. Tu sais, ça peut arriver via Teams et des Mhm. trucs comme ça, mais il y a beaucoup de communications qui se font par écrit dans un channel Slack, Mhm. dans un channel Teams ou via le chat. Donc, tu dois changer ta façon de fonctionner pour être sûr que tu laisses rien tomber et que tu donnes le contexte suffisant à tout le monde dans l'équipe pour être capable d'aller dans la même direction. Puis ça, c'est des apprentissages que tu fais en cours de route. Puis... 100%. Les gars de Basecamp, 37 Ouais. Signals en ont parlé beaucoup aussi de communication synchrone, miser sur l'écrit, embaucher même avec un billet pour les gens qui écrivent bien puis qui Ouais. rédigent bien parce que ça fait que quand tu es dans tes communications de projet ensuite, entre collègues, entre équipes, tout ça, c'est genre plus clear, moins de confusion, moins de back and forth. Mhm. Et réécrire la même chose ou demander des précisions en mode asynchrone, ça stretch le temps avant qu'on arrive à une action de C'est ça. fou. Là. OK. Puis là, ce que je me suis demandé aussi, c'est par rapport à tes processus ou tes outils à l'interne que tu as développés puis automatisés, c'est vraiment un réflexe de fondateur, je trouve, qui voit des inefficiences puis qui dit je peux fixer ça Ouais. avec du code, avec des outils, tout ça. Puis ce que je me rends compte, c'est que des fois, certains SaaS, ils ont un peu un syndrome du cordonnier mal chaussé où est-ce qu'il va y avoir un amour technologique puis un amour de produit mis vraiment sur le produit, Mhm. la plateforme. Mais cette espèce d'amour-là, de l'optimisation, des fois, n'est pas mis sur les processus. Mhm. Fait que c'est peut-être random comme question, mais je me demande, tu partages tout ça avec des founders? Des fois, tu sais, t'as plein de clients founders Ouais. ou c'est-tu quelque chose que tu vois, toi, dans les founders, l'espèce de Mhm. fine-tuning des processus et non juste du produit, genre? Ouais, ben tu sais, nous, on apprend beaucoup aussi de nos clients, là, parce que, tu sais, Fair. on a genre J'avoue. beaucoup de SaaS qui font ça à l'interne, donc, tu sais, c'est sûr qu'on pick and choose les apprentissages qu'on a à faire, mais, tu sais, moi, j'ai toujours beaucoup d'amour pour les gars de Oxio Gaia, mais, tu sais, Ouais. eux, je vois que, tu sais, mon frère qui est CTO de Gaia, tu sais, ils en font des tools internes, des fois, il nous dit « Hey, t'as-tu essayé, genre, tel software qui serait utile pour des OK. tools internes? » Puis ça, on les utilise. Fait que, mettons, genre Retool qu'on commence à utiliser pour certains trucs de monitoring interne, des données, juste des dashboards, des trucs comme ça. Fait que Mais, tu bénéficies de l'exposition à tes clients aussi de ta business, c'est malade. ouais. C'est très cool. Puis, la dernière question qui est plus spécifique à l'Eviat que j'avais, c'est votre acquisition de clients, elle se fait comment?
Bouche à oreille seulement. Là. C'est genre, depuis Ok. le début, c'était Puis là, le début, c'est en quelle année déjà, dude? 2018. OK. Fait que t'as pas, genre, déployé des campagnes marketing ou de vente et représentation de... C'est juste Non, non. organique, bouche à oreille. T'as des Ouais, clients c'est qui... pour ça que notre logo, il est lettre, là. Puis tu sais, Je notre suis content que tu le dises. le- C'est le seul, c'est le... Ouais. c'est le seul downside de notre partenariat. J'avais Ouais. peut-être ton logo sur ça. Ah, il est laid, hein? Il est pas... Ah, c'était genre quelqu'un, c'est 5$ sur Fiverr. c'est- Mais c'est drôle parce que le site web, tu sais, mon site web, il y a comme, tu vois, puis il y a comme une vibe SaaS un petit peu. Puis c'est littéralement quand j'ai parti le cabinet, Tu l'as... tu sais, il me fallait un site web. Puis genre, un de mes potes, il avait parti un SaaS. Puis finalement, il avait décidé de l'abandonner pour une raison XYZ. Là. Je pense que genre, techniquement, ça fonctionnait plus. J'ai juste dit, hey, il est quand même nice ton site, je peux-tu le prendre, juste changer le texte? Puis il a fait, ouais. Puis que c'est encore ce site-là depuis tout ce temps-là. Nice, Mais ouais, fait qu'on n'a jamais eu vraiment d'incitatif à mettre de l'argent là-dessus parce que c'est du bouche à oreille, tu fais des rencontres de monde qui te réfèrent. Ouais. Fait qu'à guess que je suis comme ton first... Ouais. Genre, que ça se passe, le Ouais, partnership, c'est c'est comme vrai. un Ouais, peu... puis ça, c'est vraiment cool aussi. Puis c'est une affaire naturelle. Là. C'est comme, s'il faut C'est qu'on vrai que commence à m'emmener à quelque part, ben, c'est exactement Ouais. le fit. Ah, je me rappelle notre première conversation, c'était comme, alright, ça fit. Ouais. C'était Ouais. pas compliqué. Good. Fait que là, j'ai le goût qu'on rentre dans du juice, vraiment dans du contenu qui va aider les fondateurs, Ouais. parce que toi, t'en as vu une puis un autre par rapport, entre autres, au financement, puis d'autres trucs. Mais commençons par le financement. Fait que aujourd'hui, là, si je regarde le paysage du financement pour un SaaS au Québec, c'est quoi les options principales, là? Commençons par cette espèce de définition grossière-là, puis après, on va creuser un peu. Ouais, prenons comme disons, SaaS Enterprise standard, là, parce qu'il y a toujours tu peux toujours Ouais. jouer des nuances, là. Mais tu sais, avant même de se rendre dans le Là, financement. Enterprise, tu veux dire une compagnie SaaS. Tu veux pas dire je veux nécessairement dire, qui vise le marché Enterprise. ouais, disons qu'ils visent le marché Enterprise. Parce que, tu sais, mettons du B2B SaaS versus B2C, ça va être. Il peut y avoir des distinctions, mais. B2B SaaS. Ouais, disons B2B SaaS pour les fins de la discussion, là. Parfait. Tu as beaucoup de sources de financement qui sont disponibles au Québec, puis heureusement, puis ça, c'est toujours bien. T'sais, tout ce qui est crédit d'impôt. Puis je sais que il y a Thomas Louis du Chiffre qui en a parlé dans le pod, Ouais. puis c'était super bien. T'sais, financement de crédit d'impôt, tout ce qui est R&D, Mais ça vient plus tard, right? ça vient plus tard, mais tu peux. Faut que tu aies une coupe de. Faut que tu aies un certain headcount, là. Ben, il y a certaines subventions qui sont disponibles assez tôt. Là. Puis il Ok. y a des firmes qui font ça, puis chez Le Chiffre en font beaucoup aussi. Tu vas les voir, tu dis, bon, voici ma business, c'est quoi les subventions disponibles pour moi. Ils vont te faire des petits pointers, ils vont t'aider à rédiger la documentation et tout ça. Fait que tu n'as pas besoin de te casser le basic avec toute la procédure de ton côté. C'est littéralement genre de l'argent gratuit. C'est sûr que. Fait que ça, c'est comme un truc que tu dis, check ça. Ouais, c'est comme un truc par défaut que dans ma tête, tu dis, fais-le. Si t'es capable de. Fais pas ça à l'interne parce que ça prend du temps, mais Non, man, j'aime va voir plus. quelqu'un qui sait faire ça, il s'en occupe pour toi. Une chose de réglée. Ok. Ensuite, présumons que ça a du sens de se financer à l'externe rendu à ton stade de croissance, là, parce que c'est encore une fois un débat à savoir si tu le moment pour toi de lever du financement ou tu es plus en mode bâtis ton MVP, fais une preuve de concept, essaie de valider un peu plus le marché. Excluons le désir d'être un bootstrapper. C'est là, ça, exact. Puis incluons le désir de scaler, puis Exact. d'avoir T'sais, du capital pour c'est se ça. gazer un peu. Supposons que c'est le moment pour se gazer. Imaginons que c'est le moment de peser sa pédale. Là. Ouais, exact. Une coupe d'options. Se gazer. Se gazer. Fait que, early stage, là, disons que t'es début, là, Ouais. pré-revenu ou début des revenus, puis tu lèves un montant qui n'est pas significatif. Quand je dis pas significatif, disons là, 1 million et moins. OK. Les façons de te financer qui sont beaucoup plus optimales pour un fondateur, c'est avec des titres convertibles. Donc, safe, dette convertible, c'est de loin la meilleure approche en règle générale. Toujours des exceptions. Puis tu sais, je t'explique pourquoi. Ouais, explique-nous c'est quoi first, Ouais. là. Fair enough. Puis après, on va... Ouais. Donc, safe, dette convertible, dans les deux cas, c'est un peu le même principe. Un investisseur investit aujourd'hui dans ta compagnie en échange d'un document dans lequel la compagnie s'engage dans le futur à émettre à cet investisseur-là de l'équité dans la compagnie. Donc, au lieu du traditionnel, tu sais, dans Shark Tank ou Œil du Dragon, qui dit 100 000 pour 10 Mhm. le 10 il n'est pas reçu immédiatement. Mhm. Tu donnes 100 000, tu reçois un document, puis ce document-là, il dit éventuellement, tu vas recevoir 10 si tel événement se passe. Super. L'événement déclencheur qui va souvent mener à la réception de l'équité, c'est une ronde de financement subséquente. Donc, exemple typique, compagnie SaaS Early Stage, tu veux lever un premier financement, tu vas aller voir des investisseurs, tu veux lever un SAFE, qui est le concept que je viens de décrire. Un SAFE, l'investisseur émet l'argent, reçoit son SAFE, tu n'as traditionnellement pas d'intérêt qui court dessus. Donc, le bénéfice de l'entreprise, c'est beaucoup plus rapide. Tu reçois l'argent immédiatement.
n'as pas aussi, habituellement, le formalisme qui vient autour de les droits de gouvernance, d'avoir ces gens-là comme actionnaires sur ta compagnie, d'avoir à négocier ta convention d'actionnaire avec ces gens-là, parce que tant que le SAFE ou la dette convertible n'est pas convertie, ils n'ont pas d'équité, ils n'ont pas d'action dans ta compagnie, et donc, ils ne sont pas actionnaires. Et donc, c'est un véhicule d'investissement, mettons, exact. qui est plus commode et founder-friendly, là. Exact. Donc, dans le spectre founder-friendly, investor-friendly, qu'on peut voir comme étant les deux extrêmes de façon de se financer, disons, pour donner des exemples super extrêmes, Ouais. founder-friendly, c'est l'investisseur qui dit « Voici $1 million, je veux rien, je signe rien, je m'en vais, puis tu me reviendras dans 10 ans si jamais on a vendu. » Exemple qui n'arrive pas, mais Ouais, extrême. mais c'est... ouais, c'est bon. Juste pour montrer les deux. Caricatural. Exact, caricatural. L'autre extrême investor-friendly, c'est « Je te donne 14,50 et je veux tout, un droit de veto sur toutes les dépenses que tu vas faire, je vais micromanager ta business et, by the way, ça se peut que dans 3 mois, je te force à vendre ta business. » Fait que disons, C'est bon. les exemples extrêmes. Les SAFE, ça a été inventé par Y Combinator, un accélérateur, en 2013. Et l'objectif, c'était d'être, eux, ce qu'ils appelaient un High Velocity Investment. OK. Puis, dans le monde du VC, le monde aime beaucoup utiliser vélocité à la place de vitesse parce qu'il y a un sens de direction qui vient avec, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais c'était pour être capable rapidement de closer des deals. Donc, tu viens de skipper complètement toute la portion complexe de négociation de la gouvernance, de la valorisation, de plein de choses. Tu dis, j'investis tout de suite, je vais avoir mes actions dans ton prochain financement, ça sera dans 1 an, ça sera dans 2 ans, ça peut être jamais si la compagnie ne fonctionne pas, mais le bénéfice, c'est qu'on est capable de passer à autre chose rapidement. Tu reçois l'argent, va bâtir ta business, travaille sur ton produit, focus là-dessus, puis éventuellement, ça donne quelque chose, on aura de l'équité dans ta business. Est-ce que c'est un... Ben, moi, la rationnelle que je détecte derrière ça, puis tu me dis si je me trompe, c'est que toutes ces discussions-là assez sophistiquées puis complexes par rapport à, par exemple, la gouvernance de la compagnie ou les droits que les investisseurs vont avoir ou pas, ces discussions-là sont inutiles si la compagnie n'a pas de traction puis n'atteint pas de product market fit. Fait qu'est-ce qu'on a vraiment besoin de l'avoir là, cette discussion-là? C'est un peu... Exact, c'est ça le point. C'est ça la philosophie derrière, c'est, tu sais, on est tellement tôt dans le processus que la compagnie va peut-être être morte dans 2 ans s'il n'y a jamais de product market fit. Donc, pourquoi venir encombrer la business avec de la gouvernance, avec du formalisme, quand, à la fin de la journée, que tu aies un conseil d'administration ou pas, si la compagnie n'a pas le product market fit, ça va probablement mourir anyway, puis l'argent va aller à zéro. Puis considérant tous les business qui ont été financés par un SAFE, par exemple, qui sont sortis de YC ou d'ailleurs, qui ont levé un paquet d'autres rounds de financement subséquentes, le SAFE, c'est pas un véhicule qui est gossant ou freinant une fois que tu arrives à un autre round. C'est bien accueilli de la part des plus gros investisseurs qui rentrent après en seed, A, B, whatever. Absolument, absolument, parce que c'est vu comme étant... les gens qui sont venus plus tôt ont pris un risque supplémentaire, ils ont reçu un document qui reflétait le niveau de risque qu'ils ont pris. Ils vont avoir habituellement un discount ou un escompte par rapport au prix payé par les gens de la série A. Donc, si tu investis en safe au début puis que tu fais ta série A à 10 $ par action, ben, les gens qui sont venus en safe ils vont obtenir de l'équité à, disons, 8 $ par action pour venir les compenser pour le risque qu'ils ont pris plus tôt. Tu sais, là, je caricature parce qu'il y a beaucoup d'exceptions. Tu peux avoir des caps sur ton safe, des choses comme ça. Mais l'idée, la philosophie derrière, c'est ça. C'est exactement ça. Puis, ça fait tellement partie de l'univers du financement que quand tu fais une série A, on s'attend toujours à avoir des titres convertibles qui convertissent rendus là parce que ça fait partie de la vie. Là. OK. Fait que les options pour te financer, tu as une option un peu comme, disons, publique. C'est-à-dire, il y a des subventions, il y a des programmes, check ça. Tu as une option qui est, je vais aller chercher des investisseurs privés qui peuvent injecter du capital en échange d'une dette convertible ou d'un SAFE, par exemple. Puis quand est-ce que, dans le processus, les investisseurs un petit peu plus institutionnels, institutionnel, je ne sais pas si c'est le bon mot en fait, mais ce que je voulais dire, c'est, mettons, le VC, le capital de risque, il arrive où à peu près? Là? Ils peuvent en émettre, eux aussi, des safes, tu sais. Quand est-ce qu'ils arrivent plus, là, ça va dépendre. Il y a des fonds qui vont avoir différents profils, différents positionnements. Il y a des fonds qui font uniquement ce qu'on appelle pre-seed, donc ils vont uniquement investir dans des compagnies vraiment, vraiment tôt dans le processus. Il y en a qui font juste des seed, juste des séries A. Il y en a qui sont organisés par vertical ou par industrie. Fait qu'ils font juste du clean tech ou juste du enterprise SaaS, des trucs comme ça. Donc, tu peux en avoir de tous les goûts. Il y en a qui vont faire des safes. Je te dirais que géographiquement, il y a des tendances qui émergent, puis il y a des gens qui sont plus favorables ou moins favorables au safe. Je te dirais qu'au Québec, il y a beaucoup d'investisseurs institutionnels qui trippent pas, qui préfèrent pas avoir de safe. Pour certaines raisons, parmi ces raisons, il y a le fait que c'est pas mal ce qu'on disait au début du spectre, founder-friendly. Et donc,
ça va pas nécessairement leur donner les protections suffisantes à leurs yeux pour protéger leur investissement. Intéressant. Puis on peut comprendre aussi, tu te places dans la position d'un investisseur institutionnel, disons, paragouvernemental ou dans une grosse institution. C'est sûr que si la compagnie s'en va à zéro, puis que ton boss, mettons, moi je me place d'un point de vue de l'investisseur, disons que je suis un investisseur dans un fonds institutionnel ou gouvernemental, puis que là, ça s'en va à zéro, puis mon boss me regarde et dit « C'était quoi tes documents d'investissement? » Ah, ben j'avais un one-pager qui disait que j'allais éventuellement recevoir de l'équité, ça se peut que je me fasse taper ses doigts. Puis c'est logique aussi, donc il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce mécanisme-là. Et il y en a beaucoup qui vont dire « Écoutez, je prends un risque, j'investis, j'aimerais au minimum avoir certains droits de veto sur les décisions que la compagnie prend, d'avoir un mot à dire sur le conseil d'administration. » Donc, il y a des... Tout dépendamment, géographiquement, disons, au Québec versus, disons, Silicon Valley, c'est un assez bon contraste. Est-ce vraiment géographique ou plutôt culturel? Tout dépend de la compétition du marché. Là. Fait que, au final, le levier du financement, c'est avoir besoin de capital, c'est une commodité. Là, donc, c'est pas différent de n'importe quelle autre commodité que tu veux acheter. La précision ici, c'est que tu n'achètes pas des bananes contre de l'argent, tu achètes de l'argent d'un investisseur contre de l'équité de ta compagnie. Fait que plus le marché est compétitif, plus il y a de compétition au niveau des investisseurs, plus les fondateurs ont le long bout du bâton dans la négociation et plus tu vois émerger des véhicules d'investissement comme le SAFE qui sont plus favorables aux fondateurs. Donc, quand la rareté dans le marché est au niveau de trouver des fondateurs avec un bas potentiel, ce qu'on voit un peu plus le cas disons, aux États-Unis, Silicon Valley, puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de capital, c'est un marché mature avec beaucoup de capital à déployer. Bien, c'est sûr que tu vois émerger beaucoup plus de méthodes compétitives favorables aux fondateurs. À l'extrême opposé, si jamais tu es dans un marché où il n'y a presque pas de capital de disponible, bien, c'est sûr que tu vas aller à l'autre bord du spectre où les 3 investisseurs qui sont prêts à investir vont avoir des termes super agressifs. Puis pourquoi pas? Parce qu'ils n'ont jamais eu besoin nécessairement. Considères-tu qu'au Québec, on est à cet extrême-là? On est peut-être dans le milieu. Là. C'est sûr que moi, nos clients, c'est beaucoup plus de fondateurs. Fait que moi, je suis toujours plus pro-fondateur. Fait que j'ai beaucoup. Puis je me reconnais beaucoup plus dans les fondateurs. Fait que c'est beaucoup plus ma philosophie de dire, écoutez, c'est du capital de risque. Là, la majorité de cet investissement-là s'en va à zéro de toute façon. Donc, c'est pas des board seats ou des droits de veto qui vont venir protéger ton investissement. À la fin de la journée, tu fais un bet sur une personne, sur une équipe. Le marché il est gros, l'équipe est sharp, t'es vraiment early stage. Laisse-les partir avec le projet, puis voyons voir ce que ça donne. Peux-tu jouer ce rôle de champion-là des fondateurs puis de l'équipe auprès des investisseurs, des fois, comme... Ben c'est sûr qu'on le fait toujours. Ça fait partie de notre rôle aussi d'être capable de voir, y a-t-il vraiment un avantage à aller du côté, d'un côté ou de l'autre du spectre. Puis c'est sûr que nous, on tend plus vers founder-friendly, puis on les aide beaucoup à tendre vers ce côté-là. Puis c'est même justement récemment, on a closé une ronde récemment où l'investisseur dit, écoute, normalement, je serais supposé, je ferais presque juste de l'équité, mais là, je sais qu'on est vraiment early stage. Puis on discutait avec lui, on était capable de s'entendre sur un titre convertible pour dire, on est capable d'aller chercher certaines des protections que tu as besoin, toi, au niveau de la protection financière que tu veux, mais aussi au niveau de ta réputation sur le marché et tes investisseurs dans ton fonds. Pour pas que tu ailles leur voir et dire hey, j'ai absolument aucun droit, j'ai mis de l'argent puis on va prier là-dessus. Mais pour être capable de les rendre confortables avec ce qu'ils veulent, tout en respectant le désir de l'entrepreneur de ne pas être encombré avec une tonne de formalisme puis de gouvernance puis tout ça. Si tu avais à estimer des startups puis des SaaS qui passent dans ton funnel, là, que tu les accompagnes avec Leviat, la majorité, les premières... Bon, excluons les premiers dollars qui sont injectés dans un nouveau SaaS. Souvent, ça va être l'argent de poche, les économies. Après, tu prends un autre layer de l'oignon, puis c'est genre les amis et la famille, tout ça. Après, tu prends une autre couche de l'oignon, puis on est comme dans peut-être j'ai des contacts, des collègues, des ex-collègues qui ont un peu plus d'argent, qui veulent investir, fait que des angels, disons, ou je sais pas exactement comment le dire. Mais quand tu arrives à faire des deals plus le premier argent significatif, comme tu parlais un peu, avec des montants significatifs qui rentrent, est-ce que la majorité de ces deals-là sont dilutifs, on the spot, genre contre de l'équité, l'argent contre de l'équité, ou est-ce qu'ils sont dilutifs mais pas postponés, fait que des trucs comme des dettes convertibles ou des safes? Puis j'ajoute une autre question. Ouais. Y en a-tu, est-ce que ça vaut la peine de parler aux fondateurs qui écoutent de manière non dilutive early stage aussi de se financer? Ouais.
Fait que 2 bonnes questions. La première, par rapport au non dilutif. Donc, non dilutif, c'est essentiellement de la dette, là, la majorité du temps. Exact. Tu sais, il y a Ouais. les portions subventions qu'on a discuté un peu plus tôt. Ouais. La portion non dilutive qui serait de la dette. Puis, tu sais, en SaaS, il y a plusieurs façons intéressantes. Tu sais, à la fin de la journée, ça reste de la dette, mais des façons de structurer qui sont intéressantes. Fait que, tu sais, tu as des joueurs dans ce qu'on appelle du MR financing, qui sont des prêteurs qui vont soit te faire une ligne de crédit ou un prêt à terme, et dont le montant qu'ils sont prêts à te prêter, la limite maximale qu'ils sont prêts à te prêter, est en fonction d'un multiple de tes revenus récurrents annuels. Fait que, tu sais, je sais que Roy Nat au Québec, au Canada, qui en font Jimmy beaucoup. Plante de Folks, il a fait ça aussi. Ok, Il en bon. parlait sur le podcast. Ouais. Fait que, tu sais, c'est souvent une bonne façon d'aller chercher du financement non dilutif. Tu sais, d'un point de vue stratégique, il y a un moment optimal pour le faire ou pas. Là. Tu sais, je pense pas que c'est la meilleure idée. Puis, tu sais, encore une fois, ça se débat tout le temps, mais tu sais, d'aller chercher du financement non dilutif puis d'avoir beaucoup de dettes trop tôt dans ton processus. De toute façon, les chances que tu sois capable de lever en dette des montants significatifs avant d'avoir un... Tu sais, donc, quand c'est du AR financing, il faut que tu aies du AR pour le financer. Enfin, si c'est des multiples de revenus récurrents annuels, il faut que tu aies une certaine quantité de revenus récurrents. 100 piastres. C'est ça, exact. On s'en bordera pas avec ça. Donc, ça vaut la peine. Souvent, tu sais, je te dirais, quand les banques sont prêtes à t'emprunter, c'est que tu es rendu au moment où ça vaut la peine d'en prendre. Fait que, tu sais, c'est toujours quelque chose qui vaut la peine d'être investigué parce que je veux dire, c'est de l'argent non dilutif, ça peut fueler ta croissance. Puis si tes unit economics ont du sens, puis font en sorte que ça vaut la peine de baisser sur le gaz, ben les chances sont que, peu importe le gaz provient d'où, tu veux juste le mettre dans la machine. Ça a du sens. Puis là, pour ta deuxième question qui était par rapport à est-ce que les investisseurs sont plus... Tout dépend où tu es rendu. Est-ce que les investisseurs vont plus venir en équité directe ou en titre convertible? Ouais. C'est surtout en fonction du moment dans ton entreprise. Fait que, habituellement, les titres convertibles sont beaucoup au début. Donc, quand ça ne vaut pas la peine de faire une ronde en équité complète avec toute la paperasse que ça implique, fait que tu vas faire des titres convertibles. Et ça va aussi être utile pour ce qu'on appelle des bridges, fait que des petits financements entre tes gros financements. Pour survivre, soit. Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons, si tu te rends compte que, je pensais avoir 18 mois de runway, mais finalement, j'étais un peu Envoies-tu souvent des bridges, Guy? On en voit pas mal. Mais surtout, ces temps-ci, le marché c'est ça. Fait en sorte l'argent est moins facile. C'est ça. L'argent est moins facile à aller chercher. Il y a aussi... les gens, ils se rendent compte de cette difficulté-là. Donc, ils se disent, plutôt qu'attendre dans 24 mois puis espérer que l'argent soit disponible, si j'ai des gens qui sont intéressés maintenant, aussi bien saisir l'opportunité et faire des bridges, des titres convertibles. Fait que les bridges vont principalement être faits en titres convertibles et les rondes plus substantielles en équité. Fait que tu vas lever des petits 500, des petits 500 ou 1 million en bridge. Puis là, de temps en temps, tu vas faire une série A, là, tu vas lever 15 millions. Ben là, ça va se faire en équité. Les gens mettent des chèques substantiels et là, ça justifie de mettre le temps, mettre les efforts. Et l'investisseur, c'est légitime de demander un peu plus de droit de regard parce qu'ils ont fait un chèque substantiel puis ils ont une grosse portion de ta compagnie. Fait que, qu'est-ce que ça te coûte comme fondateur de lever de l'argent? Ça te coûte de l'équité, ça te coûte du temps, de l'énergie, puis quelques frais légaux, frais honoraires, disons. Est-ce qu'il y a... qu'est-ce que ça te retourne? Ton retour, c'est du capital, du gaz que tu peux utiliser pour croître. Je pense aussi que ça te retourne une certaine crédibilité, des fois, de pouvoir dire de façon publique, soit à des futurs employés ou futurs clients, on vient d'être fundé à 10 millions pour notre série A, whatever. Je pense aussi qu'un truc qu'on parle souvent, c'est un retour en capital comme social, de par les réseaux, l'expérience, l'expertise des investisseurs qui vont s'impliquer dans ta compagnie. Ça peut être un shit show s'ils veulent s'ils te micromanagent puis qu'ils n'ont pas nécessairement assez une compréhension de ton industrie, whatever, mais ça peut être un méga bénéfice s'ils t'introduisent à un paquet de joueurs clés ou de partenaires clés ou même de clients, tu sais. Fait que ma question pour toi, c'est, dans ton expérience, le retour sur investissement, qu'il soit genre en argent ou en relation, peu importe, il est le plus élevé à quel type de round pour un fondateur? C'est quand que genre, ou commençons encore plus simple, c'est où que tu mets le plus d'énergie? Quel round ou quel type de round prend le plus de temps puis de juice des fondateurs pour le... Ouais, c'est les plus grosses, probablement, genre les... C'est ça. C'est une pas question les bridges, assez mettons, théorique aussi parce que, tu sais, quand tu le regardes d'un point de vue externe, puis tu dis, bon, tu sais, je vais faire une charte des prochaines étapes de croissance de ma compagnie. C'est bon, là, je vais faire mon produit, je vais faire un MVP, je vais valider mon product market fit, je vais lever un bridge, je vais lever ma série A. Mais la réalité, c'est que c'est pas mal plus chaotique. C'est, ben là, la traction est pas mal plus rapide que je pensais. J'ai dépensé pas mal plus en frais d'acquisition de clients que je pensais, donc j'ai besoin d'argent maintenant. Ben, tu n'as pas cette liberté-là ou cette flexibilité-là de dire,
Ah, ben là, je vais essayer de structurer ma série A parfaitement. C'est genre, OK, ben j'ai besoin d'argent maintenant, je vais commencer à aller parler au plus de monde que je peux. Fait que, en réalité, c'est souvent plus nuancé et souvent plus chaotique. Les, je pars toujours avec la prémisse, puis la majorité de ce qu'on observe chez nos clients, c'est qu'ils partent avec la prémisse que le capital, c'est une commodité. Ce que je veux, c'est de l'argent avec une dilution qui est raisonnable. Mm. Si je suis capable d'avoir en plus des introductions à des gens, des introductions à des gens dans mon domaine, à des gens sharp qui peuvent m'amener à un autre niveau, c'est vraiment une grosse valeur ajoutée. Puis, s'ils ne me nuisent pas dans mes opérations, ne sont pas trop micromanager, ben fantastique, on va aller de l'avant comme ça. Mais où qu'il y a le plus, où souvent les plus grosses apports, les plus grosses contributions au niveau des investisseurs, ça va être toujours dans les plus grosses fonds. Série A, série B, des trucs comme ça, parce qu'ils mettent des montants substantiels, ils ont beaucoup de skin in the game, fait qu'ils ont un incitatif financier à ce que ça fonctionne, à ce que tu te rendes à la prochaine ronde. Et donc, souvent, surtout quand c'est des investisseurs plus sophistiqués qui ont beaucoup d'expérience, ils vont être capables de dire, ben, parle à telle personne, c'est des founders dans lesquels nous, on a investi. Il y aurait une bonne synergie avec votre produit, ils pourraient vous aider à développer à telle place, ils pourraient vous aider à distribuer votre produit dans d'autres domaines. Fait que, il y a souvent des plus-values là, puis leur incitatif financier est très aligné avec le tien pour que ça fonctionne. Quand on a vendu Snip, euh, Georges insistait pour que la vérification diligente se fasse des deux côtés. Un peu de dire, OK, on va ouvrir le kimono. Quelle drôle d'image. J'entends dire quelque part, je Ouais. suis à chaque jour. On va ouvrir le kimono, mais vous aussi, tu sais, comme on veut s'assurer que les gens qui achètent, c'est bon, ils n'ont pas de. Aucune personne sur votre cap table a un historique weird, légal, ou genre vos finances à vous aussi font du sens pour pas Ouais. que on vende puis après ça vous crashez ou whatever, tu sais. Je te dirais que Douda était pas 100% ouvert. Ils nous ont fait comme un proxy de confiance en disant, mais on vient de lever une round, puis il y a des organismes externes avec un niveau d'indépendance puis d'oversight qui n'a pas rapport avec la compagnie, qui, eux, valident nos finances, valident Ouais. nos conventions d'actionnaires, valident toute notre paperasse, puis disent, oui, c'est un organisme genre legit, puis tu peux injecter multimillions dedans. Fait que, tu sais, si on a eu ça, genre, on n'est pas Mhm. épimant. On était comme, OK, puis tu sais, première fois que je fais ça, là, tu comprends? Fait que je comprenais un peu rien là-dedans. Mais le principe de vérifier, de faire un vetting des gens qui te donnent de l'argent ou qui t'achètent, je trouvais ça super intéressant. Puis ma question pour toi, c'est est-ce que vous en faites un comme des investisseurs? Est-ce que c'est plus comme informel, organique, des founders qui ont levé du cash là, vont poker d'autres founders, voir c'était-tu cool, y avait-tu trop de gouvernance, ou genre beaucoup de support, founder-friendly, Mhm. investor-friendly? Tu sais, comment ce vetting-là se fait s'il se fait? Au niveau du financement, je confirme que presque jamais de vérification diligente comme poussée là, au niveau de l'investisseur. Puis, dans un contexte de M&A, si par exemple tu te fais payer en Ouais, partie en c'est pas le argent, en même partie en contexte. Ouais. équité, c'est sûr que si tu reçois de l'équité de ton acheteur, tu veux être capable de t'assurer qu'elle vaut quelque chose. Puis tout ça. Au niveau de l'investisseur, la vérification, c'est une vérification diligente, comme tu as dit, assez informelle. On va dire, je te recommande de parler à tel fondateur qui ont levé de tel investisseur pour voir c'est quoi leur expérience, c'est quoi leur plus-value, est-ce qu'ils te recommandent de faire affaire avec eux, parce que c'est arrivé dans notre expérience à plusieurs reprises que les clients venaient nous voir et disaient je pourrais avoir un tel montant de tel investisseur, je suis en train de regarder ça, les discussions avancent. Puis je disais, va parler à telle personne. Ils ont levé de l'argent avec cet investisseur-là aussi. Mm. Puis ils vont pouvoir te donner un peu de feedback. Puis la personne lui disait genre, si tu as le choix, prends pas son argent. Mm. Fait que tu sais, des choses comme ça. Puis ça, encore une fois, c'est toujours des investisseurs qui se positionnent sur le spectre opposé extrême de investor friendly. Et donc, ça vaut la peine d'avoir ces discussions-là parce que, tu sais, c'est un peu comme, tu sais, quand tu es sur Tinder, il n'y a personne qui va dire la relation avec moi va être l'enfer. Là. Donc, tu veux le savoir avant de te marier, puis c'est une bonne idée de juste parler au plus de monde possible qui ont eu cette expérience-là. Là. Toi, tu peux représenter le fondateur pour négocier des termes, right? Exact. Dans ton rôle avec le c'est bon. Puis je pose autant de questions, non seulement pour éduquer l'audience, mais pour m'éduquer moi, parce que Mhm. j'en ai jamais levé de financement. Fait que c'est cool de t'avoir là. Y a-tu des drapeaux rouges, des red flags pour les investisseurs? Que Mhm. eux, quand ils regardent, est-ce qu'on va mettre du capital dans cette équipe de fondateurs-là et puis cette compagnie-là, ce produit-là? Y a-tu des red flags à comme flaguer? Ouais. Il y a des choses qu'on voit nous-mêmes, qu'on observe. Là, exemple, il y a des clients qui essaient de lever, puis les investisseurs disent ah non, je ne suis pas intéressé pour telle raison. Puis souvent, juste par curiosité, on note ces choses-là. Fait que, je peux t'en partager une couple. Mhm. Un qui revient assez souvent, puis particulièrement au Québec, puis c'est intéressant de voir, c'est quand un nouvel investisseur entre dans ta compagnie qui veut investir, il veut s'assurer que les fondateurs ont assez de skin in the game. Donc, ils ont assez un gros pourcentage de la compagnie pour avoir un incitatif financier de
faire un coup de circuit avec puis amener ça à un autre niveau. Ça arrive vraiment souvent que l'investisseur arrive puis dit ben écoute, avec le pourcentage de la compagnie que tu as, fondateur, genre, je suis pas prêt à investir, je pense pas que ça va aller de l'avant. Je serais uniquement prêt à investir si tes autres actionnaires sont d'accord de trouver une façon de te redonner, c'est soit des stock options ou trouver une façon de te redonner de l'équité pour augmenter cette proportion-là. Ça fait des discussions quand même difficiles parce que pour ce nouvel investisseur-là qui arrive, lui, ça n'a aucune incidence pour lui. C'est pas lui qui se fait diluer par cette nouvelle équité-là qui est donnée aux fondateurs. Par contre, les investisseurs présents, eux, ils vont se dire ben écoute, c'est nous qui l'avons amené jusqu'à ce niveau-là. Puis la compagnie, elle ne s'est pas diluée toute seule. Elle s'est diluée parce qu'elle avait besoin de capital, puis tout ça. Donc, c'est vraiment des discussions délicates. Puis la réalité, c'est que c'est légitime des deux côtés. Autant l'investisseur, il ne veut pas mettre de l'argent puis le gambler avec un fondateur qui va quitter le lendemain. Autant les investisseurs actuels disent ben, moi, c'est pas vrai que je vais être dilué, j'ai supporté la compagnie jusqu'à présent. Fait qu'il y a toujours des discussions difficiles. Il y a toujours des moyens de s'organiser et de trouver quelque chose qui fonctionne. Mais c'est une des choses qu'on voit en termes de red flag. Intéressant, ça, dude. Puis, il y en a plusieurs, là, mais dans les. Je te dirais, des red flags qu'on voit, qu'on entend beaucoup, c'est si, mettons, tu es un CEO, que la personne qui va lever l'argent, c'est genre un CEO externe consultant, ça, c'est souvent un des red flags que genre, tu sais que ça va être plus difficile. Ou du monde qui ont genre plusieurs side business en parallèle, qui essaient de lever du cash pour un, mais là, tu vois qu'ils mettent aussi de l'effort sur 3-4 business séparés. Focus. C'est ça, un manque de focus. All in. Fait que c'est des choses qu'on entend, puis il y en a comme une bonne quantité, mais c'est des trucs récurrents, disons. Puis, dans les souliers du fondateur, est-ce qu'il y a souvent des faux pas qui sont faits que tu as identifiés ou des récurrences au niveau d'erreurs? Oui, il y en a plusieurs. Puis souvent, nous, on va aider en amont avant la levée de financement. Là, avant même de que les tu faire. commences. Oui, c'est ça. Avant de lever le kimono, là, on va s'assurer que tout est clean, principalement au niveau du cap table, fait que la capitalisation de la compagnie, là, les actions qui sont émises, être sûr que, est-ce que tu as un ex-fondateur renvoyé il y a 10 ans qui a encore des actions, qui lui est en mauvais terme, qui va rien vouloir signer rendu au moment de renégocier ta convention d'actionnaire. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire en amont pour essayer d'identifier les risques potentiels, puis mieux vaut le faire ensemble en amont, puis prévoir une réponse à ces choses-là que de te faire apprendre par ton investisseur que ça fait 10 ans que tu aurais dû charger la TPS TVQ sur ta marchandise vendue. Là. Fait que tu sais, il y a des trucs qui se font en amont, autant avec les avocats qu'avec les comptables pour se préparer. Une erreur, ou du moins, tu sais, souvent, là, je dis erreur, mais c'est parce que tu n'as pas toujours le choix des cadeaux. Là. Tu sais, si, mettons, tu as besoin de financement maintenant, tu as une ou deux personnes qui sont prêtes à investir, tu peux pas négocier comme tu veux. Là. C'est différent de certaines personnes qui ont beaucoup plus de traction, puis que les gens, littéralement, genre, cold outreach sur LinkedIn pour dire « je veux investir dans ta compagnie ». Fait que, tu sais, c'est des réalités différentes, mais des choses qu'on voit, c'est lever trop tôt des rondes en équité, trop dilutives, avec trop de gouvernance, de droits de veto, puis des droits qui sont assez contraignants, trop tôt dans le processus. Les désavantages, ça fait que tu passes une quantité ridicule de temps à faire de la gouvernance, à demander des consentements pour... certains clients qui ont besoin de consentement pour faire des embauches d'employés. Il y a besoin de consentement d'actionnaires pour dépenser plus que 50 000 $. C'est des choses que, comme tu veux négocier, tu veux limiter le plus possible. Des fois, c'est pas toujours sûr. Tu fais tu fais avec ce que tu as. Mais ça, c'est des erreurs qu'on voit souvent puis qui viennent créer une base qui n'est pas nécessairement la plus solide possible pour tes rondes de financement subséquentes. Parce que quand un nouvel investisseur arrive, il dit « OK, là, le fondateur, il y a 15 % de la compagnie, tu es vraiment tôt dans ton processus, il y a 85 % de la compagnie qui est détenue par des investisseurs externes, tu as un board de 7 personnes, dont 5 sont des investisseurs. Et où la place pour le fondateur puis pour le nouvel investisseur là-dedans? C'est comme, il va falloir que je me batte pour avoir de la place, que je joue du coude, puis que ça va faire de la friction, puis que ça va... C'est ça. OK. Puis, tu sais, ça peut être aussi... Tu sais, quand il y a des termes qui sont trop agressifs, un nouvel investisseur qui va arriver, il va pas demander des termes qui sont moins favorables que ceux qui sont venus en même temps avant toi. Fait qu'ils vont juste bâtir par-dessus les choses agressives qui sont là. Et tu n'amélioreras pas ton sort avant la fin. Tu te builds une dette de gouvernance, une dette de formalisme, comme tu disais, j'aime ça ce mot-là. Comme une dette légale sur le long terme. Là. Ouais. Puis, mais c'est ça, mais comme tu disais, en même temps, des fois, t'es dos au mur. Ben oui. Comme ta situation au niveau de ton capital, c'est comme, j'ai pas le choix. Ouais. Puis c'est ça, exact. Tu fais ce que tu peux. T'sais, si tu arrives pour lever ton financement, tu as la meilleure traction du monde, tu as assez d'argent pour te permettre d'avoir ce luxe-là, d'attendre avant de closer ton financement, tu n'es pas pris au pied du mur, puis que tu es capable de montrer un graphique de croissance qui pointe à la verticale, c'est sûr là, que ça va être plus facile de négocier, puis à la limite, tu vas avoir exactement le deal
est parfait. C'est pas toujours le cas, puis tu fais avec tu fais ce que tu peux, puis tu t'organises, là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, du point de vue de Léviat, d'avoir des fondateurs qui arrivent? Tu dis, hey, nous, on veut votre aide parce qu'on veut aller chercher du financement, tout ça, puis que vous fassiez comme. Soit ils ont déjà mettons, tièdes leads d'investisseurs potentiels, whatever. Et puis vous checkez un peu, puis vous êtes comme, yo, non. Genre, tu sais, la manière que tu es structuré, c'est sûr que ça marchera pas. Nous, genre, faut que tu retournes à la planche à dessin ou que tu trouves une autre manière que. Ça t'est déjà arrivé, comme Ouais. carrément. On n'est pas, pas au point de dire non, ça ne fonctionnera jamais. On ne va pas décourager le monde de lever leur financement, mais c'est sûr qu'on va lever les red flags qu'on vient de discuter là. On va dire c'est voici bon. ce que je pense qui va accrocher dans tes recherches de financement. Voici ce que je pense qu'on peut faire en amont pour te préparer. Puis, voici les solutions qu'on peut faire, mais c'est ça. Tu fais ce que tu peux, là. Moving on, segue sur les stock options. Ouais. C'est quelque chose que c'est comme ça fait tellement partie du vernaculaire puis du langage des startups de ah oui, une startup puis un SaaS qui lève du cash, bon, il va avoir des stock options. Puis Ouais. si t'es d'un premiers employés, ça peut valoir très cher plus tard. Puis tu sais, des success stories de grosses compagnies qui existent ou qui vont public, puis des early employees deviennent méga riches. Pour toutes ces histoires de succès-là, il y en a beaucoup, beaucoup plus que les stock options finalement valent rien parce qu'il y a plusieurs SaaS qui fail de par la nature de notre industrie, je pense un peu. Fait que ma question pour toi, c'est est-ce que c'est juste une habitude ou un playbook comme adopté par tous de émettre des stock options, premièrement, puis deuxièmement, mon autre question, c'est comme est-ce que c'est compliqué? Y a-t-il des choses que le monde, tu sais, doivent savoir les fondateurs avant de faire ça? Fait que rentrons là-dedans, là, mettons. Je te dirais qu'il y a une bonne raison pour laquelle les gens le font beaucoup, puis c'est une bonne chose. Donc, je suis généralement favorable, là, c'est une super bonne idée parce que ça fait partie de l'avantage compétitif que les startups ont versus les plus gros joueurs établis. T'sais, les chances que tu aies travaillé chez un gros joueur établi disons une compagnie publique, ouais, puis s'il te donne des stock options ou qu'il donne de l'équité, les chances que ça fasse 1000x sont très, très faibles. Versus, puis encore une fois, je dis pas que c'est toutes des slam dunk, mais cette opportunité-là d'avoir accès à de l'équité, surtout comme premiers employés d'une startup comme ça, c'est un upside qui est vraiment supérieur à ce que tu aurais ailleurs. Donc, ça vient chercher cet avantage-là pour les employés, mais ça vient aussi chercher un avantage pour la startup, pour l'entrepreneur, qui n'a pas nécessairement le capital pour venir payer ces employés-là un salaire qui serait du marché. Donc, tu viens bridger cette différence-là avec des stock options qui permettent d'avoir un upside potentiel. Penses-tu que ça a un avantage psychologique niveau RH que les gens que tu vas attirer qui sont intéressés par ça ont un appétit du risque peut-être ou un côté entrepreneurial plus fort que quelqu'un qui veut quelque chose de super stable avec le salaire le plus haut possible déjà? Je sais pas si c'est vraiment un freestyle. C'est possible. Mon intuition, ce serait que si les gens sont intéressés par une job dans une startup à la base, c'est qu'ils aiment un peu cet environnement-là, c'est plus risqué, chaotique. Le fait d'avoir de l'équité aligne aussi les incitatifs. Là. Je pense que les gens aiment ça, faire partie de l'aventure, puis profiter de l'aventure si jamais ça fonctionne bien, puis grâce à leur travail, ça en bénéficie. Historiquement, c'est sûr que c'est beaucoup les premiers employés qui vont faire une bonne quantité d'argent. Les autres, après, c'est sûr que c'est toujours intéressant, puis tant mieux. Mais le upside est plus à aller chercher au début, quand la compagnie ne vaut rien. T'sais. La nuance que j'apporterais sur est-ce que les stock options, c'est une bonne idée ou non, c'est oui, pour une business de software qui va lever du capital, qui a un objectif de vendre la compagnie, c'est quasiment un automatisme puisque ça va valoir la peine. Surtout quand ton capital est ouvert et tu as des investisseurs externes, tu es déjà là-dedans. Par contre, si tu es une business qui n'a pas d'expectative de vendre, que tu es une business plus de cash flow, exemple, une compagnie de service, ça n'a aucun sens, ou du moins, il peut y avoir des edge cases, mais en règle générale, ça n'a pas beaucoup de sens d'avoir des stock options dans une compagnie de service parce que les options ne donnent pas de vote, ne donnent pas de droit à des dividendes. Puis si jamais c'est ça l'objectif de la compagnie, puis l'objectif, c'est pas de vendre, ben tu as peut-être un peu un disconnect entre ce que tu reçois comme valeur et ce que tu veux pouvoir en faire. OK. As-tu vu des fondateurs ou des SaaS structurer différents programmes d'incentive que des stock options qui ont été un succès, même si c'est anecdotique? Quelques-uns, je te dirais que tout dépendant de la grosseur, on a des clients qui sont pas mal plus gros, puis eux, ils ont des méthodes d'incitatifs, puis c'est parce que eux, leur capital n'est pas ouvert, donc ils n'ont pas d'investisseurs externes.
Donc, ça a été mostly des bootstrappers, par Exact. exemple? Bootstrap Ok. jusqu'à une grosse, pas mal, pas pire taille. Ouais. Et donc, pour eux, il n'y a personne qui a de l'équité autre que les fondateurs. Mhm. À ce moment-là, émettre des options, c'est peut-être pas. Ça pourrait fonctionner aussi, mais c'est juste qu'il y a des chances que ce soit une business qui soit juste comme. Mhm. Qui se passe de famille en famille, puis que ça soit juste du cash flow ad vitam aeternam, à voir si ça fonctionne, mais ça serait cool. Et pour eux, les méthodes incitatives, c'est bon, ben, regarde, il y a de la haute direction qui travaille dans cette business-là, on veut leur donner un incitatif, on va te donner un bonus annuel basé sur une augmentation de la valeur de la compagnie qui serait calculée en fonction d'une formule. Puis ça, on voit ça dans des business traditionnels aussi. Là. On va en voir Profit beaucoup. sharing un petit peu Ouais, plus. comme profit sharing. Puis tu sais, ça va être, bon, on établit un calcul, tu vas avoir un bonus annuel, il va être payé sur 4 ans, fait que ça incite les gens à rester plus longtemps aussi, à bénéficier de la croissance, donc c'est une bonne façon de faire. Tu sais, fiscalement, c'est moins optimal que des options, mais juste quand tu n'as pas ce choix-là, ben, ça fait la job. Chez Léviade, vous faites du contentieux fractionnel, Ouais. ce qui veut dire en homme mondain, basically, tu as un avocat qui est disponible pour toi à temps partiel quand tu en as besoin. Mhm. Fait que je peux comprendre pourquoi c'est pertinent, ça, surtout quand il y a plusieurs transactions ou que tu veux avoir une ressource on call ou je sais pas exactement comment le framer. Ma question, c'est ben, quand est-ce que tu as un avocat temps plein? Quand est-ce que ça fait du sens pour un SaaS d'avoir cette expertise-là à l'interne versus de façon spontanée ou de façon contentieux fractionnelle? Pour te donner le contexte, ou du moins Ouais. la distinction, c'est le service de contentieux fractionnel, c'est, exemple, ça vaut pas la peine à l'interne d'avoir un avocat. Tu as des besoins ponctuels de révision de contrat, rédaction de contrat, ou genre émission d'options, faire un plan d'options, des choses qui ne nécessitent pas d'avoir besoin d'avoir un avocat à l'interne temps plein parce qu'il va se tourner les pouces une bonne partie de la journée. Fait que ça, c'est un service qu'on offre. On a certains clients qui, eux, sont rendus à une certaine taille qui justifient d'avoir des avocats à l'interne. Puis là, je te dirais, règle de pouce, si tu as plus que 700 heures si tu te fais facturer plus que 700 heures de ton cabinet d'avocat pour du travail récurrent, répétitif, qui est non transactionnel, puis je vais t'expliquer pourquoi après, ça vaut la peine de commencer à penser à ça. Mm. Puis tu sais, le meilleur exemple, tu as une compagnie de SaaS, tu as du Enterprise SaaS, tu vends des licences de 10 ans à des clients, c'est une licence de 3 millions à la shot, c'est certain que tes clients, si c'est des clients institutionnels, ils vont négocier ton SaaS agreement à la virgule, ça va te prendre des mois à négocier. Et donc, au début, ça peut valoir la peine de le sous-traiter, ton avocat va le faire, mais à un moment donné, si tu te rends compte que tu as des avocats externes qui te billent 1000 heures par année juste à négocier ça, ben là, ça vaut la peine de penser à l'internaliser. Puis il y a beaucoup de clients pour qui on travaille qui ont leurs avocats à l'interne, qui font de ce type de travail-là de façon récurrente, puis tous les trucs qui sortent de cette expertise-là, ben, nous sous-traitent à nous. Puis quand ils ont des questions spécifiques, des contrats rédigés qui sont hors SaaS Agreement, ils nous le réfèrent. Fait que, Intéressant. dans le fond, on scale avec le client. Puis il y a même des clients pour qui ça vaut la peine d'engager des avocats à l'interne, puis on les aide à trouver des gens qui vont travailler chez eux, puis on les aide à les onboarder. Parce que, nous, à la fin de la journée, on n'est pas là pour capturer des clients puis les garder pour nous. On est là juste pour donner des bons conseils juridiques. Puis si jamais c'est ça qu'ils ont besoin, ben c'est ça qu'ils ont besoin. Okay. T'es un dude qui est très travaillant. Tu sais, au début du pod, t'as comme mentionné, ça c'est le genre d'affaire que je serais game de faire 15 heures par jour. Puis je soupçonne que dans ta vie, t'en as fait des 15 heures par jour des fois, à quelques reprises, sinon plus. Fait que la business est au core, je pense, de ta vie, right? C'est une passion, tu travailles beaucoup. Comment tu balances le reste de ta vie? Le reste de ma vie... Mais, tu sais, je suis définitivement pas le roi de la conciliation, là. Tu sais, je travaille vraiment beaucoup, puis ça tombe bien, ma femme, elle travaille beaucoup aussi, puis les deux, on est beaucoup dans notre business, puis ça fait une grosse partie de notre vie, mais, tu sais, j'ai tellement curieux, tellement d'intérêt que j'ai 1000 choses que j'ai envie de faire, j'ai un gros focus sur ça, puis j'essaie de pas non plus me laisser distraire par les shiny things autour. Mais ouais, comme on se cachera pas, là, ça fait une grosse partie de ma vie. Puis en mes temps libres, c'est genre lire le plus possible, faire du sport, aller dehors avec mon chien, passer. Mais c'est juste, clairement, il y a aucun doute, la business n'est jamais bien loin. Là. J'aimerais apporter une propre nuance à la question que j'ai posée souvent quand on parle d'équilibre, travail, vie ou peu importe. C'est un moving target. L'équilibre pour une personne va pas être... Le ratio d'équilibre pour une personne ne sera pas le même pour une autre. Puis tu sais, quand tu es heureux et tu mènes une vie saine, c'est-à-dire que les autres choses autour qui t'importent, ils ont l'énergie que tu veux, ils te ramènent ce que tu as besoin. C'est ça, peut-être c'est ça l'équilibre, c'est pour toi. Puis c'est une chose que j'ai beaucoup appris en rencontrant différents entrepreneurs, c'est on n'a pas tous le même outlook, on n'a pas tous le même style, puis c'est correct tant qu'on est
équilibré dans notre truc, tu sais. Ouais, chacun son combat. Là, puis, tu sais, ce qui est un fardeau pour quelqu'un ne sera pas nécessairement un fardeau pour un autre. Fait que, tu sais, souvent, je me rappelle, là, puis c'est un des thèmes récurrents quand on travaillait sur le bot de poker ou quand je travaillais sur ma business, des gens qui disent, ben, tu sais, t'as pas envie de comme, tu sais, t'amuser un peu, mais tu sais, dans notre tête, genre, tu sais, travailler sur un bot de poker en buvant de la Budweiser avec 6 amis, genre, Je c'est m'amuse ça, déjà, c'est ça m'amuser, là, ouais. exact. Fait que, tu sais, je ressens pas le besoin de m'échapper de cette business-là puis de faire autre chose. Puis, tu sais, le jour où ça sera différent, ben, on s'arrangera, là. Puis aujourd'hui, dans Léviat, qu'est-ce que tu dirais qui est le plus tough, puis qu'est-ce que tu dirais qui est le plus le fun? Le plus tough, ce serait, tu sais, je te dirais, la- de balancer la charge de travail pour faire en sorte que, tu sais, les gens puissent vivre une vie saine, puis d'être capable de travailler comme... Oui, c'est beaucoup de travail, puis je pense que les gens tu sais, s'attendent à ça, puis on se le cache pas, là. Ouais. Genre, on travaille beaucoup, puis tu sais, c'est beaucoup de travail. Par contre, la difficulté du domaine, c'est que autant la portion contentieux fractionnel qui, elle, est assez récurrente. Tu as des clients qui, chaque semaine, nous envoient des trucs à réviser, à rédiger, c'est assez prévisible. Par contre, quand les transactions viennent, c'est « Ah, ben j'ai 2 semaines de cash flow, il faut qu'on close notre financement immédiatement. » Ben, tu sais, je peux pas dire « Ah, ben ouais, j'ai fait mon 40 heures cette semaine, ça ira la semaine prochaine, good luck with that. » Fait que, tu sais, ces transactions-là qui sont imprévisibles font en sorte que ça met une charge de travail sur l'équipe, puis d'essayer de mieux prévoir ce load-là, ça fait partie de nos défis. Puis c'est là-dessus qu'on met beaucoup, beaucoup d'efforts en ce moment pour, tu sais, gérer notre... Ouais, du load balancing, c'est gérer notre embauche, gérer la formation, puis avec le délai qu'on a besoin pour que cette personne-là soit autonome, pour être sûr que la load soit bien balancée à travers tout le monde. Ça, c'est définitivement un défi. Ce qui est plus le fun, genre, l'équipe est cool. Je veux dire, j'ai vu le contraste de un modèle beaucoup plus traditionnel, je sais pas comment dire ça poliment, là, mais genre... Cravaté. Cravaté, à des jeunes super intenses qui genre veulent grinder puis qui sont genre, passionnés par ce qu'ils font. C'est différent de cette vibe-là où les gens avaient juste comme hâte d'aller prendre un verre. Là. On arrive proche de la fin, man. Il y a une classique que j'aime bien poser. Sur quoi tu as changé d'idée dans les 5 dernières années? Ce qui arrive top of mind, mettons. Ouais, une couple d'affaires, là. Je te dirais, tu sais, probablement... Tu sais, quand tu pars une business, toujours cette espèce de cette idée-là que genre, ouais, je vais faire ça différemment, ça va être beaucoup mieux. Comme, je vais y réfléchir à ça comme ça. Puis la réalité, c'est toujours plus nuancé. Là. La raison pour laquelle les choses sont d'une telle façon, il y a souvent beaucoup, beaucoup d'intelligence, beaucoup de réflexion derrière ça. Puis ça évolue comme ça, pas pour mal faire. Donc, tu sais, je lis vraiment beaucoup, 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 puis incluant des biographies. Puis là, c'est en lisant toutes les biographies que je me rends compte, genre, OK, c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Puis les solutions à ces problèmes-là sont souvent connus. Puis dans des industries similaires, on peut les retrouver. Fait que, c'est de penser que, de façon naïve, je vais arriver là puis révolutionner tous les problèmes de l'industrie. C'est peut-être plus de nuances maintenant. Intéressant. Donc, ouais, juste comme beaucoup de déférences pour les gens qui ont fait des trucs avant moi qui sont vraiment compliqués. Là, puis que grâce à ça... à l'empirisme. Ouais, 100%. Ça se dit, ça? Ouais, je pense que oui. All right. Maintenant qu'on close, man, j'en ai les shameless plugs. Fait que t'as-tu des trucs, des posts ouverts ou quoi que ce soit que t'aimerais ça promote? Ouais. On va être en embauche de façon permanente. Là, donc, des gens... Leviatlegal.com. Leviatlegal.com, les gens qui aiment le méga grind, qui veulent travailler dans une équipe de genre une SWAT team de jeunes vraiment grindés, qui veulent travailler fort. Des clients awesome. Avec des clients awesome. C'est ça. Des clients fucking cool qui build des trucs de fou. Exact, c'est ça qui est cool aussi. Imagine avoir travaillé sur Oxio avec la vente que Marc a faite, puis tout, tu sais, je veux dire. Ouais, c'est ça. Puis ouais, exact. Puis il y a beaucoup de nos clients qui sont venus dans ton pod, puis là, je les écoute, puis tu sais, je travaillerai avec personne d'autre. C'est vraiment, vraiment cool. Fait que ça, définitivement un avantage. C'est ça. On cherche tout le temps, fait que shameless plug, si jamais vous connaissez des avocats. Sur leviatlegal.com. Ah, même pas, le DM. Ouais. Enfin, on a beaucoup de références de monde aussi, fait que tu sais, les gens qui cherchent des jobs. Puis, ouais, profiterez pour juste dire, genre, merci à toute ma team, là, c'est des malades, là. Parfait, j'ai hâte de rencontrer le reste. Merci, mon gars. Yeah. Plaisir, content d'être là.